Je pense qu'il faut être alors à la fois pédagogue dans la mise en place, l'explication d'exercices, mais aussi être convaincant parce qu'on propose pas toujours des trucs qui sont marrants et puis on n'a pas toujours le bon rôle, hein. Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, le podcast lyonnais qui parle de santé, qui décortique la vie de spécialistes et de sportifs de haut niveau et parfois de gens normaux. Aujourd'hui, on a un spécialiste, on a Manu Lacroix qui est préparateur physique à l'Asvel Basket, le club actuellement leader du championnat de France. Donc c'est un honneur pour moi d'avoir Manu à mes côtés. Salut Manu. Salut Étienne. Donc avant de commencer, on a pas mal de précisions à faire. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours, tu dis ce que tu as envie de dire. Ok, ouais, ça marche. On va commencer par l'âge, même si c'est pas glorieux. 37 ans. J'ai commencé, donc j'ai fait mes études à Dijon, dans l'université de Dijon, au centre d'expertise de la performance, dirigé par Gilles Cometti, qui m'a mis les pieds à l'étrier, qui m'a fait travailler à la fin de ma licence entraînement. Voilà, donc j'ai commencé à 21 ans à toucher déjà à la préparation physique de sportifs de haut niveau. Et en parallèle, j'ai continué mes études, que j'ai terminées un peu plus tard, donc avec un bac+5, avec un master en entraînement. Et je me suis rajouté des petits contenus en parallèle, donc avec un DU de préparation physique évidemment à Dijon, et un diplôme d'analyse vidéo que j'ai passé sur le nord de la France, et un brevet d'état foot aussi. Voilà, parce que j'étais spécialiste foot à la base. Voilà, ça c'est pour le parcours un petit peu universitaire. Et après, brièvement sur l'expérience, ça m'a permis de travailler avec donc du basket féminin en seconde division, d'enchaîner avec le basket en pro A à Dijon, de faire quelques passages à l'étranger, au Japon, en Afrique du Sud, en Tunisie et en Suisse sur des consultations et du travail avec des équipes professionnelles. Et ensuite sur le hand pro toujours à Dijon, le foot également à Dijon et aussi le tennis avec des individuels et Marion Bartoli à l'époque qui débutait. Ok, donc tu as un parcours assez varié en termes de sport, tu es Ouais, passé tout à par fait. beaucoup de sports différents. Donc pour recadrer un peu pour les auditeurs, donc aujourd'hui on va parler de préparation physique, surtout évidemment, et on reviendra sur ton parcours, mais est-ce que tu peux te dire ce que c'est qu'un préparateur physique, ce que tu fais en fait? Ouais, alors en fait le métier de préparateur physique il est assez multiple, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où tu travailles, du sport dans lequel tu évolues, les attentes sont parfois pas les mêmes. Par exemple, moi ma tâche quotidienne, c'est d'être au plus proche des joueurs sur le terrain, d'animer des séances d'entraînement, de mettre en place des programmations hebdomadaires, quotidiennes, pour développer, entretenir les qualités physiques des joueurs. Et par exemple, dans le même domaine de compétences que moi, mais peut-être dans le foot pro par exemple, ou dans le rugby, vous avez des préparateurs physiques qui sont plus attelés à certaines tâches plus précises, comme la réathlétisation, voire l'analyse en fait de la charge d'entraînement avec le GPS et des choses comme ça. Donc c'est un métier qui est quand même assez varié en fonction de là où on le fait. Ok, donc on va commencer par parler de basket parce que je suis dans le milieu, tu es dedans. Et est-ce que tu peux nous parler de la préparation physique en basket? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce milieu-là? C'est que c'est très américanisé. Et du coup, il y a la culture du travail individuel, qui n'existe pas forcément dans d'autres disciplines, ce qui veut dire on a des joueurs qui ne sont pas réfractaires à faire du travail individuel avant l'entraînement, voire après l'entraînement, avec des charges d'entraînement en plus. On n'est pas sur des sessions collectives. Donc il y a ce petit truc en plus, c'est un peu la particularité. Et après, c'est un sport qui est extrêmement complet, donc à dominante neuromusculaire, mais avec une grosse partie aérobie. Donc c'est riche quoi, parce qu'on touche un petit peu à toutes les qualités physiques. Et on a souvent en plus des athlètes qui sont des athlètes vraiment d'exception, avec des qualités notamment d'horizontalité et de verticalité qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Est-ce que tu peux préciser un peu ce que tu appelles qualité aérobie? Ouais, on va parler d'endurance tout simplement, Ouais. capacité à répéter les efforts. Mhm. Voilà. Parce que voilà, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent peu. Donc l'endurance, moi j'aurais plutôt pensé, tu vois, qu'en basket, ok, il y a des capacités anaérobies qui doivent être importantes, mais il y a aussi énormément de sprint, de jump, enfin des choses
anaérobie du coup, Mmh. qui doivent aussi être développées. Qu'est-ce que Ouais, tu tout à travailles fait, ça hein. aussi? C'est la dominante, hein. C'est la priorité, c'est vraiment l'aspect anaérobie. Ok, Donc l'aspect, vraiment sprint, détente, faculté à changer de direction, à ralentir, à repartir, ça, c'est la dominante, numéro 1 du sport. Mais il y a également une dominante aérobie qui est là, qui existe et qui est aussi à prendre en considération. d'accord. Alors avant de rentrer dans ces détails techniques, Ouais, parce que je pense qu'on va creuser, moi je me suis toujours posé la question, on voit énormément de préparateurs physiques sur tous les réseaux sociaux de partout, et j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas allés aussi loin dans leurs études. Il y a un diplôme donc qui doit se faire en un an ou deux, puis après ouais. t'es coach. Et quelle est la différence en fait dans toutes ces préparateurs physiques qu'on voit de partout là? C'est un vrai bazar, c'est un métier qui est pas légiféré. Donc c'est-à-dire que, quand on veut faire préparateur physique, il y a pas un diplôme précis qui vous dit: «Il faut passer ça» et après vous êtes avec ce diplôme-là, vous rentrez sur le marché du travail, vous avez des entretiens d'embauche ou autre. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Donc il y a plusieurs voies pour y arriver. Donc il y a la voie universitaire, celle que moi j'ai choisie. Vous avez la voie aussi, fédérale, donc à travers des fédérations comme le foot qui ont leur propre diplôme. Vous avez des formations ensuite, qui sont également, différentes, qui amènent aussi sur le coaching sportif, mais qui peuvent après avoir une passerelle sur la préparation physique. Donc aujourd'hui, je peux pas te dire, c'est ce diplôme-là qui amène à la préparation physique. Parce que, aujourd'hui, dans le milieu, on va trouver quand même, à dominante, c'est quand même universitaire, mais on va trouver quand même beaucoup de parcours et de diplômes, différents. D'accord. Même dans les équipes pro, j'ai l'impression qu'en Ouais, salle de sport, ok, on a beaucoup de gens qui ont fait des même dans deux les ce équipes truc. pro. D'accord. Ouais, ouais, quand même. Ok. Toi, qu'est-ce que tu recommanderais pour quelqu'un qui voudrait être préparateur physique? Enfin, les places dans les milieux pro sont chères. Ouais. Et donc, en fait, c'est juste du travail perso, des relations Ouais, et des bons résultats ouais, au tout à bon fait. moment. Beaucoup de relations. Alors, dans l'aspect relation, il y a l'aspect péjoratif, c'est-à-dire, on a un oncle ou un parent qui est bien placé dans le sport professionnel, on va trouver un travail. Ça, c'est une vérité, ça existe. Mais ensuite, dans le mot relation, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu plus agréable, c'est la notion de stage, de rencontrer des gens, de tisser des liens, de tisser des relations de travail ou de confiance qui amènent derrière à avoir l'opportunité d'un poste par moment. Donc il y a les deux aspects relations et je pense que moi le deuxième évidemment c'est celui qui moi m'a fait rentrer dans le milieu. Mais en fait on peut souvent on entend dire qu'on ne peut pas intégrer ce milieu si on n'a pas un copain ou quelque chose qui est bien placé, c'est vrai que ça aide, mais on peut très bien par des stages, par de l'observation, par du questionnement arriver à trouver des relations. Parce que ouais, toi, c'est ce que tu as un petit peu fait à Dijon. Tu étais avec Gilles Cometti, que moi je Ouais, connais parce qu'il a fait un livre sur la préparation physique des ouais, basketteurs que je lisais quand j'étais ado. ouais. Et donc, c'est lui qui t'a un peu fait rentrer, tester Ouais, des. ouais, en gros, le deal, hein, c'était tu travailles pour moi, pour mon entreprise, tu développes des choses, tu travailles sur la préparation physique, sur les équipes que j'ai dans mon centre. Et en contrepartie, je finis ta formation Hmm. et je t'ouvre aussi des portes. Ça, c'était la contrepartie. Donc, les portes, il me les a ouvertes, hein. Il m'a envoyé en stage à l'AS Monaco avec Didier Deschamps, il m'a envoyé en stage au Paris Saint-Germain. Donc, j'ai pu très vite toucher au haut niveau et tisser justement des relations, quoi. T'as eu la porte qui s'est ouverte, puis t'as bossé derrière comme il fallait, et puis Complètement. après, Ouais, ça a ouais, été ouais, tout à naturel, fait, j'imagine. tout à fait. Donc aujourd'hui, t'es à Lasvel depuis 2014, 2014. c'est ça? On va rentrer un peu dans les détails. J'ai plein de questions par rapport aux basketteurs, parce que bon, ceux qui écoutent et qui me connaissent pas, moi je m'appelle Étienne, je suis ostéopathe, et donc je soigne des gens complètement normaux, on va dire, en cabinet, mais à côté, bah, j'ai des basketteurs pro, pas mal. Donc j'ai plein de choses qui m'intéressent sur le sujet. Euh, pour commencer, moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué dans les centres de formation. La première question, c'est ça, je trouve que la charge de travail est énorme, Ouais, et je voulais avoir ton avis sur ces centres de formation qui font jouer les jeunes en cadet France, enfin maintenant ça s'appelle plus comme ça, mais en espoir, et qui font doubler les matchs, qui ouais, tout à font. fait, tout à fait. Bah, j'ai un a priori assez négatif sur le sujet. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que de toute façon, toute discipline confondue, la charge d'entraînement qui est imposée sur les jeunes en formation est souvent, je dis bien souvent, parce qu'aujourd'hui on a un petit peu un retour en arrière quand même par rapport à ça, mais est souvent trop importante. Trop importante parce que on pense que plus on va s'entraîner dans la discipline et meilleur on sera. Et aujourd'hui, on sait, par des écrits, par des études, par des suivis longitudinaux, que plus on diversifie ses activités jusqu'à l'âge de 14-15 ans,
et meilleur sera les apprentissages moteurs, meilleur sera le résultat escompté plus tard. Pas sur du court terme, mais peut-être sur du long terme. Donc ça, c'est la première des choses. Et l'autre chose qu'on sait, c'est que le jeune en formation, eh bien, entre le scolaire, le travail d'entraînement qui est énorme, la répétition des matchs, il arrive souvent à des blessures. Et les blessures sont des choses qui vont à l'encontre de la progression. Et puis même au niveau psychologique, j'imagine que ça joue. Je pense à Sur la André lassitude, Agassi, ouais. en fait, par Ouais, exemple, tu tout vois. à fait. T'as lu sa biographie ou Ouais, je l'ai lu. Ouais. la dépression qui se Complètement. fait au milieu de sa carrière Ouais, complètement. et on voit le rôle de Complètement. son père depuis le début qu'il fait jouer au tennis comme un Ouais. fou. Et ça, donc du coup, en fait, c'est la chose à ne pas faire. Complètement, Quoi. complètement. Dans le tennis, ça arrive beaucoup, c'est-à-dire que vous allez regarder en France, on est champion pour ça, des jeunes qui à 11, 12, 13 ans vont être dans le top 10 mondial, hein, vraiment, de la génération, et qui après disparaissent complètement et arrêtent, quoi. Ça arrive régulièrement. Et moi, j'ai un basketteur pro international qui il y a quelques années, quand je le rends visite, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu dans un hôtel, on avait un match le lendemain, me dit Manu, j'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie. Le basket, j'ai plus envie. J'en ai trop fait. Et il avait 26 ans, quoi. Donc c'est pas non plus 35 ans, quoi. C'est 26 ans, mais c'est tellement, tellement trop. Ouais, et donc toi, t'avais fait des travaux, un article, je sais pas comment on peut appeler ça, où tu conseillais aux gens, justement, avec les jeunes, de travailler sur différents sports, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est à travers des lectures canadiennes. J'ai écrit un article qui s'appelle Le développement du jeune footballeur, et je voulais un truc un peu harmonieux, et j'avais créé, on va dire, un arc-en-ciel du développement du jeune. Et en fait, l'arc-en-ciel suivait en fait un volume de charge en fonction des qualités physiques, par rapport à l'année du pic de croissance, et également en prenant en considération qu'il fallait diversifier les activités, et donc à un moment donné toucher à des activités autres que le football. Et t'as pu mettre ça en pratique dans certains clubs? J'en ai parlé au directeur du centre de formation où à l'époque j'étais, qui au début m'a dit non, on va pas faire sauter 2 heures ou 3 heures de foot par semaine, c'est pas possible, etc. Et qui après finalement était plutôt d'accord. Malheureusement, j'ai quitté après le club, je crois dans les 6 mois qu'on suivit, justement pour venir à Lasvel, donc j'ai pas pu le mettre en place. Mais je sais qu'aujourd'hui ça se fait. Et moi, je le savais que ça existait parce que les vidéos que j'avais vues sur les formations, à l'époque c'était Anderlecht et l'Ajax d'Amsterdam en foot, qui sont des références absolues à l'époque dans les années 90-2000 sur la formation du jeune, accordaient une place importante aux autres activités. Et donc j'ai des vidéos où on voit les petits de l'Ajax d'Amsterdam qui font de la gym, qui font des choses extrêmement différentes, qui font du judo, donc qui apprennent le respect, qui apprennent également la tenue, le tombé, enfin des choses qui sont évidemment transversales, quoi. Et jusqu'à quand tu peux faire toutes ces activités aux petits? Enfin, tu dois, entre guillemets. L'idée, c'est qu'il faut pas oublier qu'à un moment donné, il faut être bon dans son activité quand même. Donc aujourd'hui, le sportif de haut niveau, il est tellement fort dans son activité qu'on est obligé de passer par des heures d'entraînement quand même dans l'activité même. Je pense que le meilleur schéma, c'est, on va dire, entre 10 et 14 ans, quoi. Voire D'accord. même 15 ans, d'aller toucher toutes ces activités. Pour intégrer des facultés transverses à stage, tu penses que c'est Exactement. l'âge Ouais, d'or? exactement. D'accord. Ouais. Et j'avais commencé à réfléchir à un ordre justement des activités, avec peut-être les activités gymniques dans un premier temps, qui amènent quand même un gainage naturel, du repère dans l'espace, de l'agilité. Enfin, c'est des trucs indispensables, quoi. C'est assez intéressant parce qu'en thérapie, il y a ce qu'on appelle la méthode Padovan que je connais très peu, hein. Mais j'ai une collègue orthophoniste qui fait ça et elle consiste, donc je vais simplifier vraiment à fond, mais à reprendre toutes les étapes de la marche et du développement de l'enfant pour qu'il puisse acquérir ensuite des choses, Ouais, tout à fait. voilà. Ouais, Mais je vois. reprendre en fait la base et c'est un petit peu le même modèle en fait. Tu fais reprendre des sports qui vont intégrer différentes, comment dire, qui vont faire travailler en fait le jeune énormément de Exactement. facultés. Aujourd'hui, si on prend un jeune, il va choisir une activité sportive qui va être dirigée soit par lui, soit par ses parents. Ok, il va faire 1 année, 2 années, ça lui plaît pas. Il rechange. Il devient peut-être doué dans un sport. Voilà, peut-être à l'âge déjà de 8-9 ans, hein, il peut être bien et coller un sport. Si à ce moment-là, il prend une double licence, parce qu'il a envie, qu'est-ce qui va se passer? 90% des éducateurs vont lui dire, bah non, tu dégages, quoi. C'est-à-dire que tu vas choisir, il faut vraiment que tu joues, on a des matchs importants le week-end, il faut qu'on gagne, tu peux pas sauter les entraînements, machin, etc. Il va faire qu'une activité. Il va rentrer dans le cursus,
il va faire que son activité. Imaginons, il rentre dans un pôle espoir, il va faire que son activité. Il enchaîne, il aura fait que ça. On sait aujourd'hui que déjà l'EPS n'apporte plus quand même, on va dire, le nécessaire en termes de motricité de base. On voit bien comment l'EPS est devenu aujourd'hui. Donc au final, en plus en sachant que les cours de PS vont peut-être même sauter pour le gamin qui va en transport études ou autre, hein, donc au final le gamin il va pas passer par toutes ces étapes comme tu dis qui sont la base quoi. Donc sauter, se réceptionner, s'équilibrer, il y a la souplesse, enfin il y a énormément de choses quoi, et c'est la base au final du sport. C'est clair, c'est intéressant cet aspect d'hyper spécialisation parce qu'au final en société on retrouve un peu les mêmes trucs, tu vois. Dans les études, si t'es bon à l'école, tu fais une première S et ensuite tu fais une prépa, puis tu fais une grande école. Ouais, c'est pas faux. Et en fait, tu te spécialises à fond, mais tu deviens un peu, comment dire, pas marginal, mais tu développes pas forcément les compétences utiles socialement, par exemple, pour vraiment t'intégrer à la société. Ouais, tout à fait. Et ça me fait penser à ça. Ok, donc 10-14 ans, c'est l'âge auquel tu dois vraiment faire Ouais, j'irais bien jusqu'à 15 ans, mais déjà si sur 10-14 ans, tu peux arriver à toucher toutes les activités. Ouais, et ensuite, au sein d'un même sport, ce qui est cool, c'est de faire jouer les gamins à tous les postes, j'imagine. Ouais. Par exemple, je voyais, là, j'étais aux États-Unis il y a 2 semaines et je suis allé voir Golden State et je voyais Kevin Durant qui va faire, je sais pas, il fait 2m11, je crois, qui joue ailier et tu te dis, mais c'est fou quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un mec qui l'a laissé jouer et qui l'a pas mis à l'intérieur. Exactement. Et qui l'a fait jouer. Et c'est intéressant parce qu'on va rentrer dans la problématique du sport de haut niveau chez les jeunes, chez nous, c'est-à-dire que où l'objectif de l'éducateur, c'est de gagner des matchs. Et pour gagner des matchs, si t'as un grand, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dessous, tu le fais tu le mets dessous, tu attrapes la balle, fini, voilà. sauf qu'il va pas développer toute sa dextérité ou des choses qui vont peut-être l'aider plus tard. Et ça, c'est une grave erreur, ça. Ça, c'est une grave erreur. Ouais. Et je sais pas exactement comment ça se passe dans les autres pays, mais là, c'est quand même quelque chose qui est connu maintenant, le fait de faire travailler les joueurs sur tous les postes. Est-ce que tu as l'impression que les choses changent ou les choses changent un petit peu. Non, les choses changent quand même, je trouve. Ouais, je trouve qu'on a quand même on revient un petit peu en arrière sur les charges d'entraînement, sur les contenus. Je vois de plus en plus de clubs qui mettent en place des activités parallèles, même chez les petits, chez les jeunes, etc. Donc ça avance. Et il y a cette envie de former plutôt que d'avoir des résultats. D'accord. Voilà. Et donc, on va passer une étape. Donc, le jeune a 15 ans et après, bon, il devient, entre guillemets, pro. Il joue en espoir, il joue en pro. Donc, toi, comment tu gères la préparation physique d'un jeune entre 15 et 18 ans qui n'a pas fini sa croissance? Quelles sont les lignes directrices, en fait, dans Alors déjà, on regarde s'il n'a pas fini sa croissance. C'est-à-dire qu'on essaie d'observer alors avec des indicateurs qui sont assez empiriques parce qu'on ne fait pas de mesures d'âge osseux ou autre. Mais en tout cas, on mesure régulièrement les jeunes, donc on regarde déjà si ça évolue encore. Moi, quand le jeune arrive en détection à l'ASVEL, on lui pose beaucoup de questions, à lui et à ses parents, et on essaie de savoir déjà l'année où en fait tout a commencé sur la croissance. Donc il y a une année où généralement tout le monde le sait, les parents, les gamins le savent, voilà, t'as pris 12 cm. Voilà, déjà on peut isoler une année. Après, on essaie de regarder un petit peu les douleurs, les pathologies qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu le Miles Sever? Est-ce qu'il y a eu Osgood? Est-ce qu'il y a eu des douleurs de hanche? Parce qu'on sait aussi que c'est assez chronologique par rapport à la croissance. Et en fait, on essaie de dresser un portrait du jeune, de savoir à peu près où il en est par rapport à sa croissance. Voilà, donc déjà ça, on le fait. Et après, tous nos programmes sont adaptés par rapport à ça. Voilà. Donc on a par exemple des gamins qu'on a rentrés là cette année qui ont 15 ans, et on sait que certains ils sont très très en retard par rapport à d'autres. Bah, on prend le temps, on fait d'autres choses, on a accentué sur la coordination, sur la souplesse, etc. Voilà, on prend le temps avec eux sur les contenus. Par contre, on a des jeunes qui sont déjà en avance, qui au même âge, on sait, ils ont quasiment déjà fini, enfin c'est des bestiaux quoi. Donc eux, ils peuvent commencer peut-être à travailler la force, etc. Un peu plus quoi. D'accord, donc tu vas peut-être avoir un petit groupe qui va aller en muscu et l'autre qui va faire des exercices de complètement, de motricité ou de technique. Tout à fait, on essaie d'individualiser en fait chaque joueur, on essaie d'individualiser la semaine en fait, tout le temps, sur les contenus et sur ce qu'on veut faire. Ok. Et aujourd'hui, ça représente combien d'heures un jeune on va dire de 16, 17, 18 ans d'entraînement? 17, 18 ans, donc là on est sur un groupe cadet, on enlève les joueurs professionnels alors, parce que... Ouais, parce qu'il y a des jeunes qui sont intégrés dans l'équipe pro et qui eux jouent plus, plus. Ouais, on en a un nous qui a 17 ans, qui est déjà un joueur pro confirmé et qui s'entraîne 5 heures à 6 heures par jour quoi. Comment vous le gérez lui par exemple? Il a 17 ans, il est dans le groupe pro, il a pas fini sa croissance totalement, comment vous faites? Bah, déjà il faut savoir à qui on a affaire.
Et là, en l'occurrence, pour ce garçon, on a affaire à quelqu'un qui est d'un sérieux et en termes d'hygiène de vie exceptionnel, et qui a la chance aussi, ça on n'en parle pas assez, mais de vivre, enfin d'être accord avec ses parents. Donc ça, c'est une chance, parce que on oublie souvent que les gamins ils sont en difficulté quand ils quittent un peu le foyer familial quand même, assez tôt. Donc déjà, on teste un petit peu son entraînabilité. Évidemment, on y va crescendo, hein. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'il est entraînable, qu'on n'a pas de signes de fatigue ni tendineuse ni musculaire, pas de blessure, on a de la performance, on a de la progression, donc on essaie de contenir, de maintenir tout ça. Mais il n'y a pas de... voilà, ce sont des gamins, il y en aura un peut-être tous les 10 ans, des gamins comme ça. Mais les autres, évidemment, bon, déjà, ils sont pas pros. Mm. Et en gros, ils ont un volume d'entraînement par jour. Alors, on n'a pas beaucoup d'horaires aménagés, nous, hein, donc ça, c'est un vrai problème. Mais on va dire, musculation compris, allez, on va dire 2h30, D'accord. ouais, par jour. Et quels sont vos outils? Je sais que certains clubs de foot ont des tablettes où les joueurs notent un peu tout leur ressenti, etc. Quels sont Ouais. vos outils pour voir si vous tombez pas dans le surentraînement J'en ai essayé plein, hein. Ouais. Là, j'ai fait tous les questionnaires inimaginables, j'ai fait de la tablette, j'ai fait de l'écrit, de l'oral, on a tout tenté. Moi, ce que je m'aperçois, c'est que avec les jeunes, ça marche très très peu. Parce que les jeunes, ils se connaissent pas. Ils ont leur ressenti, c'est vrai, mais ils ont du mal à se connaître et à donner quand même les bons feedbacks. Euh, on est plutôt en alerte par rapport à l'humeur, des fois, parfois la perte de poids. Euh, Peut-être des fois un lien avec le scolaire. Voilà, on peut très bien avoir un jeune qui, à un moment donné, en état de surentraînement, commence un peu à avoir des problèmes au niveau scolaire, des attitudes, etc. C'est plutôt ça les alertes, quoi. Parce D'accord. que les signes de RPE, de mesure de bien-être, on a essayé et honnêtement, on trouve pas grand-chose de corrélé et d'efficace, hein, Ça, ouais, ça me chez les jeunes. rassure, Chez les entre jeunes. guillemets, parce que je cherche à développer aussi ce genre d'interrogatoire. Je sais qu'il y en a énormément qui se font et Ouais, j'aimerais bien intégrer des questions de médecine chinoise qui sont ouais. complètement différentes, mais voilà, qui sont des indicateurs ultra précis, je trouve, enfin ultra efficaces. Et bref, je suis en train de Ouais, réfléchir c'est à ça. intéressant si ça Ouais, peut quelque chose d'un petit peu original ouais, et qui c'est change. original, mais peut-être un peu trop d'ailleurs. On verra. Et donc, bon, la dernière fois, oui, bah pour ceux qui écoutent, c'est mon deuxième podcast, comme je disais, donc avec Manu, on se connaît. Donc voilà, la dernière fois, on avait parlé de préparation physique intégrée Ouais, et de préparation physique dissociée, je sais plus le ouais, terme que tout à tu fait, c'est ça. utilisais. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ça? T'expliquais que dans le foot, à un moment donné, il y avait une énorme mode de préparation Ouais. physique intégrée. Et est-ce que tu peux nous définir le Ouais, terme et alors nous à expliquer? l'origine, la préparation physique, elle était complètement dissociée. Donc dissociée, c'est-à-dire que quand on fait une séance de vitesse, on fait des vitesses classiques, sans ballon, etc. Une séance d'endurance, on va courir sans le ballon. On va faire un footing ou autre, on fait un travail intermittent. Si on fait un travail de saut, on fait un travail de saut de haie ou autre, et il n'y a pas de notion avec le ballon. Le premier qui a mis ça en place, c'est Jens Mangsbo, qui a mis ça en place dans les années 2000. Il était préparateur physique de la Juve. Alors lui, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que, pour une anecdote, il a essayé de me recruter dans son club à l'époque où il bossait. Il avait signé un contrat avec le Panionios d'Athènes. Mhm. Et en gros, il m'a fait passer un entretien à Copenhague. Donc c'est un professeur d'université. Donc il m'a fait passer un entretien à Copenhague dans son bureau là-bas. Moi, je le connaissais parce que pour moi, c'était une légende, hein. C'est un mec qui, avec la Juventus dans les années 2000, a tout gagné, quoi. Avec l'époque de Zidane, etc. C'était le préparateur physique. Donc voilà, et que quand je suis arrivé là-bas, moi j'avais des conceptions qui étaient quasiment uniquement dissociées. Et au final, on a commencé à discuter, évidemment, dans l'entretien, il me dit bah, fais-moi un plan d'entraînement, une programmation ou autre, etc. Donc moi, tout bon élève assidu que je suis, je fais ma petite programmation dissociée, etc. Et il regarde, il me dit bah moi ça me va pas, la vérité c'est l'intégrer. Il m'a posé un livre sur la table, il m'a dit tu as 1h30, tu le lis, je reviens dans 1h30, et on fait le point. J'ai D'accord. lu son livre et c'était un précurseur. C'est le premier qui a mis en place des exercices avec ballon, avec des consignes pédagogiques ou des organisations pédagogiques, par exemple avec des buts de foot qui n'étaient plus face à face mais inversés, donc qui en fait augmentaient la distance à parcourir pour les joueurs, parce qu'il fallait aller dans une zone derrière pour marquer le but. Et avec tout un tas comme ça de petits trucs, et bah développer la partie athlétique, la partie endurance, la partie vitesse. C'est le premier. Honnêtement, c'est vraiment le premier, je pense, hein, en tout cas à ma connaissance. Donc du coup, Ouais. pour cadrer, préparation physique intégrée, c'est-à-dire que tu n'utilises pas
de choses qui ont rien à voir avec ta discipline. Si tu fais C'est du ça. foot, tu vas utiliser le ballon de foot et tu C'est vas ça. ok, Ça peut être inventer un des jeux jeu, ça pour peut être un développer tout jeu, ça ça entre peut eux. être quelque chose organisé avec le ballon, mais c'est sous forme jouée, ouais, Ok. sous forme jouée. Contrairement à la préparation physique dissociée qui, elle, tu laisses le ballon et tu vas faire des squats, enfin tu prends des poids ou des trucs. Et... Exactement, Ok. exactement. Voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le FC Barcelone est arrivé, a régné un petit peu sur le monde du foot, a impressionné tout le monde par sa qualité de jeu, évidemment. Et nous, bons Français, on s'est dit, bon, on va faire comme eux, quoi, parce qu'on n'est pas plus con qu'eux, on va faire la même chose, la même méthode d'entraînement, et ça va marcher. Et donc ils se sont un petit peu intéressés à ce qui était fait au Barça, et ils se sont aperçus qu'ils faisaient énormément de choses avec le ballon. Notamment sur des jeux réduits ou autres, et que le travail aérobie était fait avec ballon, que même le travail de force était fait avec ballon, où ils comptaient le nombre de changements de direction en fait avec les outils GPS pour savoir combien de fois il avait poussé fort sur la jambe gauche, sur la jambe droite, pour savoir si c'était une séance de force ou pas, et après il rajoutait du travail en plus dissocié. D'accord. Et voilà. Et du coup, on s'est dit, si eux ils font ça, c'est peut-être pour ça qu'ils sont au-dessus du lot techniquement, dans la prise d'information, dans le jeu du foot, et on va faire la même chose en France. Et c'est là qu'est arrivée donc cette mode, parce que pour moi c'est une mode, de préparation physique intégrée, où dans le foot, si on faisait quelque chose sans ballon, on se faisait virer, quoi. Pour faire D'accord. simple. Voilà. Donc toi, dans ta tête, t'étais plutôt en mode préparateur physique qui faisait de la préparation dissociée, puis t'as Ouais. rencontré ce mec qui était un peu Ouais, une tout à figure fait. inspirante pour toi, et donc là t'as changé un peu. Comment t'as Complètement. évolué ensuite? T'as pris les idées du Ouais, gars et t'as j'ai pris travaillé comme ces ça. idées et je me suis dit, ok, je vais essayer, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect motivationnel pour les joueurs qui est intéressant, un aspect ludique, qu'on peut travailler peut-être deux choses en même temps. Après, je me suis posé des bonnes questions. Je me suis dit quand même, ça me paraît trop beau et inefficace dans certains domaines, comme la force, peut-être même la vitesse, où j'ai du mal à croire en fait qu'il peut y avoir un transfert. Par contre, sur l'aspect aérobie, peut-être l'aspect coordination, agilité, il peut y avoir des choses intéressantes à mettre en place. Et donc j'ai intégré ça moi dans ma façon de faire. Et aujourd'hui, je demande souvent, régulièrement, sur des contenus, à intégrer dans l'entraînement basket des données physiques. Voilà, soit avec un entraîneur adjoint sur un travail individuel. Moi, je lui demandais plutôt une dominante vitesse. Il va mettre en place des situations où le joueur il va pousser fort sur les appuis, il va être plutôt horizontal qu'autre chose. Et aussi beaucoup sur l'aspect endurance, ça me fait gagner un temps fou, moi. D'accord. Et donc au final, avec les joueurs, tu Ouais. fais un peu des deux, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, moi je suis pas du tout là-dedans, enfin un petit peu, mais extérieurement, on va dire. Et je vois pas trop comment tu peux remplacer de l'haltérophilie ou du squat ou des choses de base Ouais. avec du travail. Mais c'est toujours la crainte, le mot qui revient tout le temps, c'est transfert. En gros, si tu fais ton squat, est-ce que ça se transfère sur le terrain? Voilà, c'est la question piège que tout le monde pose, et une bonne partie, je pense, des coachs, alors après tout dépend des générations, des sensibilités, vont dire qu'il y a pas de transfert. Et à partir de là, ils vont pas vouloir faire de squat. D'accord. Voilà. Après, si t'es créatif, tu l'imagines le transfert quand même entre un squat et des Je sais pas si c'est une idée d'être créatif ou plutôt d'être, je sais pas, lucide, curieux et ouvert. Je sais pas. Et toi, ta pratique de préparateur physique, elle est un peu guidée par ce que veut le coach et les gens autour de Bien toi, sûr. ou tu Ah fais ouais. pas ce que tu veux là, par exemple? Si, j'ai beaucoup de chance. J'ai rarement connu des coachs qui m'ont imposé des choses. C'est arrivé, dans le tennis professionnel, c'est arrivé, si, voilà. C'est arrivé ponctuellement dans le foot. Dans le basket, pas trop, mais j'ai plutôt beaucoup de chance. Mais c'est vrai que ma manière de travailler a toujours été influencée par le coach, parce que c'est lui qui va mettre son cadre, c'est lui qui va mettre aussi sa qualité d'entraînement. Par exemple, si vous avez un entraîneur qui fait des entraînements longs de 2h30, 3 heures, vous pouvez pas mettre les mêmes charges d'entraînement qu'un mec qui va faire 1 heure intense, quoi. Ouais. Donc c'est forcément influencé. Puis le style de jeu aussi. Moi, j'essaye de m'adapter au style de jeu un peu que veut le coach. Ça, c'est quelque chose qui est C'est-à-dire que important. si ça court de tous les côtés, tu travailles Voilà, plus faut savoir quelle est la demande un petit peu. Ok. Voilà, si c'est du jeu, si c'est un coach qui est connu pour du jeu placé, pas beaucoup de transition, ou si c'est quelqu'un qui veut, par exemple, comme notre coach actuel, extrêmement défend, être agressif, etc. Voilà, ça c'est pas les mêmes demandes, quoi. Et tout à l'heure, on a mentionné l'haltérophilie, le squat, on laisse un peu de côté, mais l'haltérophilie pure, Ouais. tu vois, j'étais, comme je disais, aux États-Unis, puis du coup, je suis allé voir ce qui se faisait. Et là-bas, l'haltérophilie, c'est quelque chose que, bon, voilà, ça fait progresser énormément les joueurs en puissance, etc.
l'impression que ça se fait moins en France. Quel est ton point de vue là-dessus? Ouais, moi je suis partie prenante de ça. On commence à les 16-17 ans les apprentissages. Ouais, 16-17 ans on commence l'apprentissage d'haltérophilie. Et généralement quand le gamin ou le jeune est prêt, voire même le jeune pro, il va retrouver un cycle dans son cursus sur l'haltérophilie. Alors, on va rester en toute simplicité, on fait pas de folie, on fait de l'épaulé, on fait de l'épaulé jeté, on fait de l'arraché, généralement ça s'arrête là, quoi. Et D'accord. on arrive sur un cycle, allez, on va dire 1 mois et demi, 2 mois, à avoir des progrès sur la verticalité des joueurs qu'on mesure, qui sont extrêmement intéressants. Et en plus, on a développé de la coordination, du gainage. C'est aussi une séance qui, à un moment donné, va me servir dans le cursus du joueur, un rappel de force ou pour mettre un peu la patate la veille de match. C'est souvent qu'on peut utiliser ce petit truc. Voilà, quand des fois on cherche un outil pour piquer un joueur, leur booster un petit peu après 6-7 jours difficiles, bah voilà, une petite séance d'haltéro, pam. Et D'accord. des fois ça fait du bien, quoi. Ouais, une fois que tu as la technique, tu te fais ta petite Ouais, séance exactement. et bim. Et donc pour repréciser un peu, parce que l'haltérophilie, j'imagine que les gens imaginent les mecs qui soulevaient des trucs énormes avec, tu sais, les petits cuissards. Ouais. Voilà. Donc, Nous, ils ont des shorts longs, mais eux, ils sont pas en cuir. Vous les déguisez pas. non, j'impose pas le cul, ça. Ok. Et donc tu disais donc les exercices soulevé de terre, enfin Arraché, l'épaulé jeté. Ouais, Ouais, c'est les 3 mouvements principaux qu'on d'accord. va utiliser, ouais. Ok. Ouais. Et ouais, de toute façon, ça, les joueurs, je pense qu'ils le sentent quand ils deviennent plus puissants sur ces exercices et tout. Enfin, on disait qu'il n'y avait pas de transfert, mais sur le terrain, tu le sens. Ah, c'est évident. À partir du moment où tu fais de l'haltéro et des choses comme ça, enfin, moi, c'est ce que Ouais. je pense à 100% Ouais, tout à fait. aussi. Voilà, tu le ressens instinctivement sur le terrain, que tu étais plus rapide, plus réactif, plus puissant. Ah, quoi. puis t'as des cannes, donc sur le tir notamment, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, d'avoir des cannes, d'avoir des vrais appuis, rentrer dans ces appuis. Enfin, pour le basketteur, c'est primordial, quoi. La base. Ok. Et autre question, si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu mettrais en place pour ton équipe en prépa physique? Ah, c'est une bonne question, ça. Un budget limité? Eh ben, déjà, je pense que je recruterais des gens pour travailler avec moi. Parce qu'en étant tout seul, il y a des choses qui forcément nous échappent. On va pas être partout. Et après, je mettrais des gens, quelqu'un peut-être, on va dire sur la mise en route, l'échauffement, l'éveil, et quelqu'un sur l'aspect récupération, quoi. Être plus pointu sur les entrées et les sorties de séance. Ouais. Ou les D'accord. entrées et les sorties de match, par exemple. Toi, tu t'occuperais de la séance et tu mettrais des mecs un peu pour t'aider sur les entrées-sorties de séance. Ouais, ou en changeant, je sais pas, mais c'est vrai que comme ça, j'aime bien déléguer, mais c'est vrai que j'aime bien aussi faire ma sauce, hein, on va pas se mentir. Ok. Donc c'est vrai que voilà, le cœur de la séance ou le cœur du travail, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis, quoi. Voilà, ça j'aime bien. Et je trouve que j'aime bien collaborer avec des gens qui font les entrées de séance, les sorties de séance, ouais, ça m'est arrivé. J'aime D'accord. bien, ouais. Et en termes de moyens plus matériels, il y a Ouais. des centres qui commencent à s'ouvrir en France d'ailleurs. Hein. J'étais à Reathletics, là, je sais pas si tu connais, à Lyon, à côté de Santi. Voilà, eux, ils ont un sauna, on va faire un peu de pub, hein, parce que j'ai trouvé ça assez cool. Au sous-sol, ils ont un sauna avec un bain froid Ouais. et des salles où tu peux faire des traitements, quoi. Puis il y a des machines de pressothérapie, game ready, tout ça. Ouais. Je trouve ça assez cool. Qu'est-ce que toi, matériellement parlant, tu mettrais à disposition aux joueurs si tu avais des sous? Si j'avais des sous, bah évidemment tout pour avoir un panel le plus performant possible et pour s'adapter un petit peu, pas à la volonté du joueur, mais des fois aussi à son ressenti. Parce qu'il y a un aspect dans la récupération qui est essentiel pour moi, c'est le bien-être. Et le bien-être, il est mental, quoi. Et des fois, on a des croyances. Et moi, ça me dérange pas que des joueurs aient des croyances, tant que ça marche, évidemment. Mais quand un joueur ou quand quelqu'un a l'impression d'avoir fait quelque chose qui l'a aidé pour récupérer, pour moi, il a déjà récupéré. Et c'est une évidence. On voit bien toutes les expériences qui montrent sur l'effet placebo, des choses comme ça, c'est immense, quoi. Et il y a des petits trucs à gagner là-dessus. Et donc voilà, donc déjà avoir un panel là-dessus. J'aime beaucoup tout ce qui est cryothérapie corps entier, mais dans les chambres. D'accord. Voilà, dans les chambres froides, je trouve que c'est assez intéressant. Évidemment l'aspect anti-inflammatoire, mais aussi l'aspect relâchement sur voilà, le choc thermique, etc., la baisse de fréquence cardiaque, c'est des choses, voilà, le fait de prendre une bonne claque, de bien dormir, voilà, c'est des choses qui sont assez intéressantes, je trouve.
tout ce qui est balnéo, que ça soit bain froid, bain chaud, c'est aussi des alternatives qui sont sympas. Et après, j'aime bien que les mecs, il y a des mecs que j'encourage et qui achètent aussi voilà, comment dire, Les chaussettes ouais, les chaussettes pour le de retour veineux, récupération. récupération. Voilà, il y a pas mal de choses. Donc moi, je trouve que c'est bien quand. D'accord. Puis ouais, comme tu dis, quand les mecs ont leur routine qui marche, Mhm. en tout cas pour eux, bon, très bien quoi. T'as remarqué des trucs, t'as des anecdotes un petit Ouais. peu sur des choses marrantes de croyances, de routines de certains joueurs? Ouais, bah, c'est pas compliqué. Je me suis aperçu, j'ai fait le point en 6-7 années. C'était une anecdote que je sortais quand j'enseignais à Dijon. Je la sortais tout le temps quand je parlais de l'échauffement. Les joueurs professionnels ont donc des routines d'échauffement, mais ils ne dérogent à rien. La plupart ne dérogent à rien. C'est-à-dire que vous avez le stretch au même moment, au même endroit, de la même manière, tout le temps. Et vous ne pouvez pas changer le truc. Voilà. C'est des routines, c'est des choses. Ça va être, je sais pas, j'avais un joueur à Dijon, c'était tout le temps une serviette qui plaçait sous sa tête, une autre là, on étirait l'ischio de telle manière, à tel moment, à 20 minutes avant le match. Ça, on faisait ça, après on se tapait dans la main. C'était comme ça tout le temps. Et on ne Ok. déroge jamais. C'est-à-dire que c'est tout le temps à la même minute, au même endroit du terrain. Et ça, les joueurs, ils l'ont. Ils ont tous des petits trucs. Donc c'est pas un mythe, hein, tu Non, te c'est rappelles pas la un mythe. pub avec la chaussette là de Exactement. à Non, non, gauche, c'est à pas un droite? mythe. C'est pas un mythe. Et la routine, ça rassure. C'est Hmm, d'accord. Un être humain, je suis quand d'accord. il a sa routine, ça le rassure. Mais je pense qu'un sportif professionnel dans sa préparation, avoir sa routine et en gros ne pas être surpris par l'inconnu, ouais, ça le rassure dans sa préparation, quoi. Donc Ouais, avoir les bonnes sensations, écouter son corps. Et voilà, et c'est pour ça que ça va défier même toutes les théories, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait plus s'étirer passivement pendant l'échauffement, sinon c'était pas bon, etc. Mais il y a des mecs, ça leur faisait du bien, quoi, de sentir, d'avoir les contraintes un petit peu passives sur le ouais. muscle, s'étirer. Et, et ça, c'est la vie, quoi. Enfin, Oui, tu peux pas changer. C'est ce que m'expliquait Jean-Marcel Ferré, c'est un ancien médecin de l'équipe de France de foot qui a gagné en 98. Puis il me disait, mm, il y a des mecs, bon, les gars, ils faisaient des assouplissements carrément avant l'entraînement, quoi, ou avant les matchs. Alors que tu sais très bien qu'il faut pas faire ça, quoi, en théorie. mhm, mm, Mais il me disait c'était une croyance, donc tu pouvais rien dire en fait. Fallait laisser, t'avais plus de risques en fait en leur disant de faire les choses correctement qu'en tout à leur fait. laissant faire leurs conneries parce que c'était intégré, c'était une croyance pour eux Ouais, tout à fait. qui Et est puis là. je pense que pendant 6 ans, je sais pas, 6-7 ans, tu fais tout le temps la même connerie, mais si t'es performant, efficace, que t'as pas de problème, bah vas-y, continue à faire tes conneries, quoi. Hmm. Puis le jour où t'es plus efficace, là, on reprend les choses en main, quoi. Bah voilà. Peut-être que, bah ouais, parce qu'en plus, il faut arriver à avoir une justification pour dire on va changer ce que tu fais quand même. Ouais, Pas le dire comme ça du jour au lendemain. ouais, bien sûr. Et par rapport à cette notion d'échauffement, ben, dans le basket, c'est très différent du foot, hein. Le foot, bon, on les voit s'échauffer. Et tu disais, un jour, on discutait, et puis tu me disais que dans le foot, ils avaient cette culture de l'échauffement. Ouais. Et que dans le basket, c'était vraiment c'était à l'arrache, quoi. Au bout de 2-3 trucs, ils allaient dunker, et puis Ouais, après. ouais, c'est ça, hein, Alors ça commence à y venir, mais c'est vrai que moi, ce qui m'épate, hein, c'est le basketteur qui arrive, il fait 2 allers-retours et il va péter un dunk, quoi. Donc, enfin, enfin voilà, l'impulsion, il y a des contraintes, il y a beaucoup de choses, quoi. Donc si le muscle est pas prêt, enfin, c'est chaud, quoi. Mais c'est pas trop dans la culture, quoi. Je sais pas si c'est par fainéantise ou parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps, mais c'est vrai que c'est pas trop dans la culture. Alors ça commence à y venir parce qu'on voit bien sûr les joueurs un petit peu, regarde ce qui se fait à haut niveau, et on voit bien en NBA les process d'échauffement sont longs. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y en a qui vont en salle de muscu, il y en a qui sont sur le terrain, il y a beaucoup de choses, quoi. Donc ça commence à venir. Ouais, c'est plus long. Après, moi, tu vois, c'était super intéressant parce que là, j'étais aux États-Unis avec Fabrice Gauthier, tu sais, Mhm. donc oui, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ostéo français qui est à Los Angeles qui s'occupe des joueurs, enfin, de beaucoup de joueurs NBA, quoi. Bref. Et il y avait Charlotte qui jouait à Los Angeles et du coup, Batum lui passe des places, on va voir le match. Bref, après, on discute avec Batum et Parker à la fin du match. Et puis, moi, j'ai halluciné parce que je me suis rendu compte qu'il y avait les mêmes conneries en fait qui se faisaient en NBA que celles qui se font à Lasvel, que celles qui se Mm. font en National 2. En fait, je pensais que plus on montait en niveau, moins on voyait de conneries. Mais c'est pas toujours vrai, tu vois. J'ai vu C'est des clair. anecdotes, j'ai entendu des choses, voilà, de joueurs qui, au niveau de hygiène de vie, c'était pas du tout ça, et c'est hallucinant. Et est-ce que tu pourrais nous parler de l'hygiène de vie, hors échauffement, en fait, de manière globale des joueurs, de ce que tu as vu un peu dans le basket? J'ai j'ai toujours dit qu'un jour j'écrirais un livre. Quand je sortirai de ce milieu-là, Énorme. j'écrirai un livre
pas pour balancer sur les gens, mais pour donner quand même la réalité quoi, de ce qu'est le monde du sport professionnel. Quoi. Parce que quand je raconte des anecdotes autour de moi, amis, famille, les gens des fois ils me disent mais non, c'est des conneries, quoi. Ils me prennent pour un fou. Et quand on parle d'hygiène de vie, voilà, j'ai vu des choses qui sont inimaginables. Inimaginables. D'accord. Tu pourrais nous dire des choses qui se sont passées il y a longtemps, on va dire, pour pas que ça te porte préjudice, mais qu'on se marre un peu. Ouais, tout simplement, voilà, à Dijon, un pivot américain qui avait plus de 200 matchs NBA, donc vraiment qui est un joueur, vraiment un gros joueur, quoi. Entraînement, je sais plus, c'était 16 heures peut-être, entraînement 16 heures. Arrivé 14h50 à la salle avec un Big Mac, qui mange son Big Mac, il se lèche les doigts avec un petit peu de sauce potatoes. À 58, il lasse les chaussures. À 59 sur le terrain et à 16h, on s'entraîne, quoi. Bon, j'ai pas fait tous les cours de nutrition sportive en France, mais je suis pas sûr qu'il y en ait un qui préconise de manger le Big Mac à moins de quart, quoi, avant l'entraînement. Ouais. Donc voilà, bon, ça c'est des détails, mais j'en avais un autre aussi qui m'avait rendu fou. On sait qu'il y a une fenêtre importante à la suite de l'effort physique, de la suite du match, où il faut soigner sa récupération, bien manger, où il y a un retour du glycogène plus vite, etc. Bref, on fait attention à cette fenêtre-là. Putain, j'avais un mec, et on était à peine rentré dans le bus, soit pour aller à l'hôtel, soit pour rentrer. Il se buvait, c'était 1,5 litre, 2 fois 1,5 litre d'Oasis ou d'une boisson sucrée comme ça, et qui s'enfilait des paquets de bonbons Haribo, les plus sucrés du monde, là, je sais plus le nom là. Ouais. Mais c'était fou, quoi. Mais c'était complètement fou. Et on parle d'un litre 5, c'est d'un litre 5, quoi. Et là, j'ai entendu des joueurs, d'autres équipes, hein, c'est pas la nôtre, qui sont des joueurs majeurs du championnat de France et qui boit au petit déjeuner 1 litre 5 de coca, quoi. Enfin, c'est juste incroyable. Ouais, C'est juste incroyable. c'est fou parce qu'on se rend pas compte. Moi, plus je travaille avec des gars dans le haut niveau, plus je me rends compte en fait que j'idéalisais beaucoup de choses Eh oui, et qu'en fait. exactement. 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 Et les mecs performent. Alors, pas tous. Certains ne durent pas. Exactement. Je pense Mais que sur la durée, ouais, il y a un moment tu payes ce genre de conneries, ouais, quoi. c'est ça se paye. Mais quand même, l'anecdote que j'ai sur le litre 5 de coca, c'est un mec qui a performé, qui a fait rêver la France il y a pas longtemps. Vraiment. Ok. Ouais. Mais c'est fou. Après, je pense que génétiquement, bah tiens, on va parler un peu de génétique, mais il y a des anecdotes qui sont connues dans le milieu du basket sur Michael Jordan, par exemple, quand il était à Barcelone pour les JO. Ouais. Apparemment, le gars enchaînait ses 18 trous de golf, ses soirées poker, et le lendemain, il jouait et puis il mettait 20 points. Ouais. Donc je suis d'accord que le niveau, ils étaient clairement au-dessus, mais je pense que génétiquement, il y a des C'est mecs qui évident. sont vraiment au-dessus, quoi. C'est évident, c'est évident. Tu sais, on pose beaucoup la question aux jeunes, ils font quoi tes parents? Parce que on se rend compte que un gamin qui aura un parent, qui aura peut-être été athlète, je dis bien athlète, qui aura fait de l'athlète à haut niveau et peut-être l'autre qui aura fait autre chose, il aura des prédispositions génétiques sur la qualité musculaire qui sont énormes. J'ai souvenir d'une discussion je travaillais avec Jacques Monclar et sur son petit qui était à l'époque au centre de formation Benjamin, qui était au centre de formation de Dijon. Ouais. Et je discutais avec Jacques, je lui dis putain, mais ton fils il a des qualités d'explosivité, de détente incroyables, il a un pied de fou. Il me dit bah ouais, mais il me dit sa mère elle était athlète de très haut niveau en athlétisme, quoi. Donc il y a forcément des liens à un moment donné, quoi. Et un autre petit que j'ai entraîné aussi qui a d'ailleurs signé à l'Olympique Lyonnais, hein, qui est aux portes du groupe pro, qui est un gamin que j'ai eu à Dijon à 12 ans, 13 ans. Une vitesse, une explosivité incroyable. Bah, son père, il fait de l'haltérophilie de haut niveau, quoi. Est-ce que vous seriez capable dans les clubs pro, pas de refuser un jeune, mais on va dire que si vous avez deux jeunes aux qualités à peu près similaires, Ouais. mais un qui a des parents anciens athlètes ou je sais pas, des Ouais. parents qui génétiquement sont plus forts. Ouais. Voilà, c'est mal dit, mais tu comprends Ouais, l'idée. j'ai compris. Ouais. Est-ce que du coup vous miserez sur celui qui a les bons parents? Si tu mets ta prédominance sur le physique, oui. Après, il y a d'autres choses. Parce que là, on parle de physique, mais après, il faut parler de faculté d'apprentissage, d'éclosion tardive. Les exemples de jeunes joueurs, alors dans le foot, il y en a un paquet, mais alors dans le basket, il y en existe aussi,
qui passent à travers les détections, qui ont dit t'as pas d'avenir parce que physiquement t'es pas bon, t'es pas ceci, et qui sortent et qui deviennent des basketteurs ou des footballeurs de haut niveau, voire de très haut niveau, c'est énorme. Ouais, J'en ai 25 000. Hein. C'est incroyable, par exemple, quand tu prends l'équipe de France de foot, tu as au moins 3-4 joueurs, c'est énorme, hein, sur les 11 qui débutent, qui ne sont pas passés par un centre de formation en France. Quand on connaît le réseau de recruteurs, d'organisations françaises en foot, c'est juste de la folie. C'est-à-dire que ces gamins-là, à un moment donné, on s'est dit, ça le fera pas, ils sont pas bons, quoi. bah, c'est parce que physiquement, ils étaient Ouais, pas au niveau, je pense, parce que j'ai l'impression que le physique compte énormément. ouais, Moi, je tout suis à passé fait. par là, je crois que Mais toi aussi, et en tant que petit blanc, nous deux, enfin, petit, moi, je suis un 85, tu vois, j'étais le petit blanc du groupe, quoi. ouais, Et mais qui t'empêche pas de compenser ou même d'avoir un super pouvoir dans autre chose, quoi. voilà, mais je veux dire, on n'était pas 15, quoi. Il y avait Ouais, beaucoup de joueurs très athlétiques, beaucoup plus grands que moi, et clairement, enfin, le physique était un avantage énorme, quoi, dans les ouais, centres tout de à fait, formation. tout à Après, fait. je pense qu'ils sélectionnent ouais, un peu là-dessus, puis ils voient ceux qui percent au milieu, quoi. Mais c'est clair que si physiquement t'es pas au-dessus, c'est difficile d'avoir le parcours classique pour Bah, arriver. c'est malheureux quand même. Hmm. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas patient avec des gamins qui sont en retard ou qui ont besoin de plus travailler, mais que peut-être qu'on a des qualités techniques, stratégiques, de vision de jeu au-dessus de la moyenne, quoi. T'as un exemple comme ça de joueur qu'on connaîtrait tous? Bah Griezmann peut-être. Lui, Ah il oui, oui, est bien sûr. Bah, le premier, c'est Griezmann, ouais, tout à fait. Après, il a quand même fait un centre de formation en Espagne. en Espagne. Mais après, des anecdotes sur des mecs comme ça, vous en avez plein. Alors, de tête, je vais réfléchir. Euh, Parce que moi, j'ai l'anecdote d'un jeune comme Bakary Sagna que j'ai connu à Auxerre, qui à la base alors a été recruté par Auxerre hein, quand il était petit. Moi, je l'ai connu à 11 ans, quand il était tout petit. Il avait gagné le concours du jeune footballeur, et puis il avait été au Parc des Princes, faire les jonglages. Enfin, il était au-dessus techniquement, mais après, il n'a pas été prédisposé à faire une carrière pro à Auxerre. Et c'est sur un malentendu qu'il a été pris sur un entraînement avec l'équipe professionnelle, parce qu'il manquait un mec, il y avait un blessé. Le gars est arrivé et il a épaté tout le monde sur un poste qu'il n'avait jamais joué. Et il est D'accord. devenu international français à ce poste-là. C'est fou. Donc c'est juste des trucs incroyables, quoi. Je comprends pas trop comment c'est possible. Parce qu'on dit souvent, ouais, il faut être là au bon endroit au bon moment, il y a la chance. Mais il y a quand même, pour avoir de la chance, il faut avoir des qualités quand même énormes. Comment tu peux avoir des qualités énormes puis ne pas te faire repérer? Bah parce qu'à un moment donné, comme je te dis, soit il y a un retard, soit il y a une éclosion tardive, quoi. Hmm. Voilà, on peut. Un Ribéry est arrivé tardivement, un Giroud il n'est pas passé par un centre de formation non plus de très haut niveau. Enfin, il y en a plein, quoi. D'accord. Il y en a vraiment plein, quoi. Et ça, c'est un truc intéressant sur la. M'a toujours passionné tout ce qui est lié à la détection et justement arriver à se projeter sur un gamin. C'est pas simple, hein. C'est fou, quoi, comment ils sélectionnent les gens, et Ouais, ça m'a tout à toujours fait. intéressé aussi. Ok, et donc vous, à l'Asvel, vous faites gaffe à ça? Vous sélectionnez les jeunes en fonction de quoi? Bah, c'est d'abord les qualités de basketteur quand même. Alors après, évidemment, hein, comme tu le disais, quand tu vas scouter des matchs de jeunes, évidemment que quand un jeune a une prédominance physique, tu le vois plus qu'un autre. Donc c'est aussi ceux-là qui ressortent, quoi. Mais là-bas, c'est la qualité de basketteur, quoi. Voilà. Après, on le fait venir, on le teste, et physiquement, et dans le basket. On échange, on essaie de voir un petit peu ses facultés, pas d'apprentissage, mais d'écoute. Enfin voilà, on essaie de déceler ça sur une journée. Et après, voilà, banco ou pas. Ouais, parce qu'au final, on s'éloigne un peu de notre sujet de la préparation physique, mais au final, ton métier de préparateur physique, il faut des compétences énormes de gestion de l'être humain, et Je trouve, ouais. 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 Jean-Marcel Ferrer, il me disait ça, il me disait que le préparateur physique, c'est un véritable gestionnaire, quoi. Comme un RH dans une entreprise qui gère l'humain, Ouais. enfin, il faut des qualités humaines énormes. En fait, tu peux me dire, hein, quelles sont les qualités pour être un préparateur physique dire compétent? Bah, il faut l'adaptabilité, oui, ça se dit, adaptabilité. Oui, Parce que il y a tellement de facteurs environnementaux qui influencent l'entraînement ou même l'état de forme du joueur qu'à un moment donné, il faut être capable de réagir vite euh, bah, pour trouver la meilleure solution. Donc ça, c'est une première qualité. Après, je pense qu'il faut être alors à la fois pédagogue dans la mise en place, l'explication d'exercices, mais aussi être convaincant parce qu'on propose pas toujours des trucs qui sont marrants. Et puis on n'a pas toujours le bon rôle. Hein. Voilà, quand on va chercher un joueur et qu'on lui dit, écoute,
t'es pas en forme, on va rajouter des séquences de travail sur les 10 prochains jours pour te remettre en forme. Bah déjà, c'est vexant pour le mec, on connaît l'ego du sportif de haut niveau, et puis après, faut se cogner les séances, quoi, hein, avec le mec qui a pas envie, ou... Hmm. Donc il faut être assez convaincant et pédagogue à ce niveau-là, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie comme ça, en moyenne. Beaucoup, Hein. énormément. Moi, Ouais. c'est ce qui m'a le plus choqué dans le sport de haut niveau, c'est de voir à quel point, en fait, tu rentres dans un système et tu n'as plus cette passion et t'as pas envie, quoi. Et t'en es à te poser des questions pour motiver les mecs, quoi. D'accord. Ouais, moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Alors après, je trouve que, toi, j'ai connu plusieurs sports. À un moment donné, j'ai commencé avec le patinage de vitesse. C'était des jeunes Français c'était pour les Jeux Olympiques à Salt Lake City. Donc, et les mecs, ils s'entraînaient, ils avaient 3 entraînements quotidiens, 3 entraînements, hein. Donc le premier à 5h30 pour des raisons, parce qu'après ils allaient en cours, un autre entre midi et 2, un autre le soir. Et ils allaient en cours, ils bossaient, etc. Et ils s'arrêtaient jamais, ils se blessaient pas, et ils bossaient, quoi. Et aujourd'hui, quand on voit un sport collectif, un mec qui a 1h30 d'entraînement, qui vient, qui traîne des pieds, oh, on va pas s'échauffer, on va directement faire le truc, oh non, on va pas récupérer, ça sert à quoi? Oh, on va pas faire ça. C'est waouh! Donc c'est pas toute discipline, hein. Y a des disciplines, franchement, ce qui se cogne en termes de charge de travail, d'hygiène de vie obligatoire pour tenir, c'est énorme. Mais dans le sport collectif, on arrive quand même à avoir des trucs de fou, quoi. Ouais. Et être choqué, quoi. J'ai clairement cette impression-là aussi. Parce Ouais. que j'imaginais aussi avant que quand tu étais pro, tu bossais toute la journée. Mais en fait, d'ailleurs, est-ce que tu peux décrire une semaine type? Bon, là, vous jouez 2 matchs par semaine avec le Rock. Bah, même. Est-ce que tu peux décrire une semaine type, en fait, pour les joueurs? Ouais. Pour qu'on se rende compte Ouais. un peu. Je rebondis juste sur ce que tu as dit parce que j'ai lu un truc intéressant l'autre fois. J'ai perdu le nom du coach qui l'a dit à la télé. Et en parlant d'un jeune joueur, il disait qu'il se trompait parce qu'il n'avait pas compris que le métier de footballeur professionnel était un métier à temps plein. Ce qui veut dire que à temps plein, c'est pas seulement 1h30 dans la journée où il y a entraînement, c'est-à-dire que c'est à temps plein. Il y a aussi ton matin, qu'est-ce que tu fais, ton petit déjeuner, etc. Ça fait partie du métier. J'ai trouvé ça bien. Par rapport à l'emploi du temps, alors nous, on joue 2 matchs par semaine, hein. D'accord. Ouais. Donc là, par exemple, on va faire la dernière semaine qui s'est passée. On a joué le dimanche à 18h30 à Dijon au championnat de France. Bon, comme c'est pas loin, on est rentré le soir même. Le lendemain, le lundi, on a fait une séance récupération, activation et mise en place stratégique le soir. Voilà. Le lendemain, le mardi, on avait mis un entraînement le matin qui était donc optionnel ou imposé à certains joueurs, qui était plutôt sur du tir ou du travail physique. Le mardi soir, on avait un entraînement collectif qui était le dernier préparatoire pour le match du mercredi en Coupe d'Europe. Ok, donc attends, je te coupe. Ouais. Donc là, lundi, mardi, déjà, le joueur. Le joueur classique, on va dire, il fait 2 ans, il s'entraîne tous les jours une fois. Voilà, une en fois. gros, une fois. Donc 1h30, il vient pas en avant, ça lui prend 2h30 de sa journée. Ouais, c'est ça. S'il veut pas faire d'autres choses de son côté, C'est en ça. fait, il joue à la play, enfin il fait ce qu'il C'est veut, ça. et puis après il va se traiter 2h30 seulement. Voilà, en gros, c'est ça. Et encore, on s'entraîne moins que ça à l'heure actuelle, si on répète les matchs. Le mercredi, il y a entraînement le matin, c'est le jour de match. Voilà, Donc entraînement vidéo. tranquille, shooting, Exactement. léger. Ouais. Le match le soir. On a repris aujourd'hui par une séance de récupération avec moi d'une durée de 45 minutes, 1 heure. Voilà. Demain, on a encore un entraînement optionnel le matin, plus un entraînement obligatoire le soir. Donc demain, vendredi, entraînement matin optionnel, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui viennent pas le matin. Voilà, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un mec vient ou pas? C'est son temps de jeu? Voilà, c'est ça. Soit on l'impose parce qu'il a besoin de travail en plus, soit le mec, c'est au bon vouloir, quoi. Il se sent d'avoir d'envie de sentir le ballon ou de faire un travail physique, bah il vient, quoi. C'est un peu un truc à la carte, quoi. Ok, donc optionnel le matin et entraînement le soir. Obligatoire le soir. Voilà. Samedi, jour de match, le matin, entraînement du matin de match le soir. Et dimanche, on va faire une séance certainement de récupération en fin d'après-midi. D'accord. Donc en gros, pour faire simple, c'est quotidien, c'est une fois. Et parfois, vous avez une journée complète de repos, et après, vous doublez. D'accord. Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Mais avec la Coupe d'Europe, c'est du quotidien. D'accord. Mais en termes d'heures, ok, c'est physique, c'est intense, mais c'est quand même pas énorme. Non, c'est pas fou. Bosser à côté. C'est marrant ce que tu me disais par rapport à l'anecdote, parce que l'autre fois, j'étais à l'aéroport, et puis je croise l'équipe de Fuenlabrada, une équipe espagnole. Ouais. Et je me mets à discuter avec l'entraîneur, qui est un entraîneur qui a fait énormément d'équipes nationales en Amérique du Sud, beaucoup d'expérience, c'est Nestor Garcia, je crois. Ouais. Super intéressant.
Et je lui demande comment ils organisent leur journée, les grands joueurs. Tu vois, je lui demande de me parler de Ginobili, qui l'a coaché. Et donc Manu Ginobili, qui est voilà, un très très grand joueur de basket. Et pareil, il me disait, mais basketteur, c'est du plein temps. C'est de 8h à 8h le soir, 8h du matin à 8h le soir. Et il me disait, bah, tu lis, tu te renseignes, tu regardes des matchs. Et lui, voilà, sa vision, c'était que, en fait, tu bossais autant qu'un mec qui était dans une entreprise Ouais, tout à fait. 35-40 heures, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça existe trop rarement. J'ai l'impression Non, aussi. mais Ouais. ça existe trop rarement. Mm. Quelle est ta vision, toi, justement, parce que comment tu perçois le préparateur physique à travers ton regard d'ostéo? Et parce que j'imagine que évidemment tu es forcément en collaboration avec ces mecs-là. Et comment tu t'organises justement aussi pour les joueurs que tu suis? Est-ce qu'il y a un lien? Il y a... Il y a un lien. Alors moi, la préparation physique, bah, je suis fan parce que j'en fais moi-même. Je vais dans une salle, donc je sais, voilà. Et puis j'ai été basketteur. Donc j'ai toujours trouvé ça aberrant. Par exemple, là, à Strasbourg, en ce moment, donc grosse équipe du championnat de France, il n'y a pas de préparateur physique, je sais pas Ouais. si tu sais. Si, je sais. Ouais. Donc le coach, je l'ai vu l'autre fois hein, et je l'ai croisé, je lui ai demandé, il m'a dit que le kiné faisait ce boulot-là. Et moi, par exemple, ça, je trouve ça aberrant, Mhm. qu'il n'y ait pas un mec dédié à ça. Pour moi, c'est primordial la préparation physique. Et en termes de prévention, moi, mon but, c'est d'accompagner les joueurs et de faire en sorte qu'ils aillent bien, qu'ils se blessent pas, qu'ils fassent une grosse carrière, etc. C'est-à-dire que contrairement aux gens du club qui veulent que le joueur performe à un instant T, donc ils vont le pousser, puis après, voilà, il gagne un titre, mais en attendant, ils l'auront poussé à fond, puis s'ils se blessent l'année d'après, c'est plus leur problème. Tu Alors, vois. là, tu touches un vrai sujet, c'est le débat santé et sport de haut niveau. Mm. Parce qu'évidemment, le sport de haut niveau, on est borderline. Mm. On dit que c'est le nom de ton podcast, je crois, le sport est bon pour la santé. Mais je crois que le sport de Non. haut niveau n'est pas bon pour la santé. Et surtout la santé, mais Ouais, c'est voilà. presque ça. C'est presque ça. Ouais. Et ça, c'est un débat qui est assez intéressant parce que le sport de haut niveau est mauvais pour la santé, non? Ah bah je suis d'accord, mais surtout comme c'est fait. Et moi, je serais président d'un club, ben évidemment, je dirais au docteur de bourrer le gars d'anti-inflammatoire pour qu'il performe. Sauf que voilà, sa rupture je dis n'importe quoi, du tendon d'Achille, il va se la faire l'année d'après dans l'autre club. Donc le président, il aura gagné ou il aura fait son mieux du club précédent, puis peu importe. Mais moi, tu vois, je suis là pour avoir du recul un peu sur la carrière des joueurs. Et pour répondre à ta question, l'aspect la prépa physique, c'est indispensable. Et au niveau de la prévention, pour moi, c'est la chose la plus importante, en fait, tout simplement. Donc ça pose aussi une question. Je voulais savoir ce que tu pensais de ça. Parce qu'avec mes joueurs, bon, ils ont leur prépa physique dans leur club, mais l'été, avec un collègue, on va leur organiser des choses, etc. Et moi, à terme, j'aimerais en fait que les gros joueurs qui peuvent se le permettre et qui ont la volonté, parce qu'il n'y en a pas énormément au final, j'aimerais que ces joueurs-là aient un staff perso, un petit peu comme en NFL, où chaque joueur va à l'entraînement pour l'aspect technique, puis tout l'aspect prépa physique, prépa mentale, etc. est géré par un staff perso que le gars paye de lui-même, en fait. Tu vois, c'est un peu ça me fait penser... j'ai beaucoup cette vision aussi d'entreprise où tu vois, quand tu es consultant, bah, tu consultes dans les entreprises, et puis ensuite, ben, ton salaire, ok, il est lié à l'entreprise, mais tu es ton propre patron. Et en fait, j'aimerais bien qu'à terme, enfin, je pense que c'est l'avenir des grands joueurs et des grosses carrières, c'est que chaque joueur est son propre patron, il a son staff avec lui, avec lequel il bosse, et il fait du consulting dans les clubs. 1 an ici, 4 ans ici. Mais voilà, moi je pense que l'aspect prépa physique, il doit être aussi fait de manière continue sur l'ensemble d'une carrière et de manière logique. Ça doit être continu, c'est complètement. Qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Bah, c'est extrêmement intéressant parce que ça amène de la continuité, ça amène de la confiance aussi, et surtout tu t'extériorises un petit peu le travail, et ce qui est des fois bien parce que comme tu l'as dit, ça peut être conflictuel avec un club des fois parce qu'il y a des... Mais il y a aussi un risque. Tu vois, pour reprendre un exemple, bah, je pense qu'on peut le citer, hein, mais ouais, il n'y a pas de problème. Quand Livio Jean-Charles s'est fait drafter, et qu'il est revenu à Lasvel, c'est l'année où moi j'arrive au club, et en gros il est dans son année, il a 1 an ou 2 ans je crois pour signer son contrat NBA, et donc les Spurs misent sur lui, et donc font venir un entraîneur personnel pour lui, pour le développer à Lasvel.
Un entraîneur des Spurs Un qui entraîneur vient des à Spurs qui Lyon. vient à Lasvel, donc Ok. il rentre et voilà. Donc comme évidemment c'est le club de Tony Parker, on accueille extrêmement bien l'assistant, il rentre même dans le staff de l'équipe, etc. Ça se passe extrêmement bien, tu vois, c'est vraiment très bien. Sauf que ça posait un gros problème parce que lui, il était là sur un développement individuel du joueur. Donc c'est-à-dire que ses séances de travail supplémentaires, ses objectifs, ses contenus étaient faits pour un développement à terme d'1 an, 2 ans, pour des échéances vraiment individuelles, c'est-à-dire de progresser individuellement pour atteindre la NBA. Mais à contrario, du coup, le joueur, il n'était pas forcément rentabilisé sur ce qui était demandé à la fois baskettement parlant et physiquement parlant pour le club. Et ça, c'est quand même un énorme problème parce que le club paye quand même le joueur Hmm. et que le joueur, il a aussi besoin de briller avec son club pour être performant. Et donc je trouve que c'est intéressant, mais ça peut amener des situations conflictuelles quand les deux projets ne sont pas en accord. Et donc concrètement, qu'est-ce qui s'était passé au niveau c'est qu'il s'entraînait à évoluer par exemple physiquement alors que le club, la proie n'était pas en Déjà, il demande de avait une quelqu'un de charge de physique. travail qui était extrêmement importante et qui lui amenait certainement un manque de fraîcheur sur les matchs, quoi. Ça, D'accord. c'est la première des choses. Ensuite, je te dis n'importe quoi, hein, j'ai plus l'exemple précis, mais imaginons le mec, il est parti sur lui développer son tir à 3 points, mais le club le coach n'est pas du tout dans le projet de le faire tirer à 3 points, Hmm. par exemple. Et plutôt de le faire jouer proche du panier, donc de travailler des choses très différentes. Par exemple, le mec il fait 6 heures par semaine de tir à 3 points, il travaille pas proche du panier, et le week-end le coach lui demande d'être performant proche du panier. Ouais, c'est pas cohérent. C'est absolument pas Il cohérent. faudrait que le projet du club avec ce joueur soit en continuité avec ce que le Exactement. prochain club attend. Exactement. Ouais. Exactement. Et par contre, j'ai connu une fois avec David Anderson, c'était intéressant, il avait 3 préparateurs Oui. physiques perso. Donc David Anderson, c'est un grand joueur de basket qui a gagné 3 Euroleague. Et quand il est arrivé à Lasvel, il avait 34-35 piges, je crois. Quelqu'un qui était vraiment féru de préparation physique. Et en fait, avec ses préparateurs physiques, putain, ça s'est passé super bien, quoi. Parce qu'en fait, la ligne directrice pour eux, c'était de mettre le joueur dans un état de forme, on va dire, continuel et de travailler en fait sur des choses qui étaient déjà établies entre eux. Donc une certaine motricité de course, un certain travail de force qui amenait, on va dire, un état de forme de maintien, mais ça n'allait pas au-delà. C'est-à-dire que derrière, après, il y avait encore de la liberté pour moi, pour affiner, pour travailler. Et surtout, il y avait rien de contraire à nos objectifs, quoi. D'accord. C'était Donc, hyper ouais. intéressant. Pour que ce schéma marche, donc il faut aussi qu'il y ait une super communication entre le préparateur perso du joueur Je et trouve. toi. Et il y a moyen de faire les choses très très bien en fait s'il y a la bonne. Complètement. Complètement. Mais aujourd'hui, dans le milieu du foot, on sait que ça existe énormément. Et je suis persuadé, alors j'ai quelques informations, mais je ne détiens pas l'ensemble des informations de la France entière, mais je suis persuadé que 90% des préparateurs physiques de club ne connaissent pas les mecs perso et ne connaissent pas les contenus, quoi. C'est quand même c'est hyper compliqué, quoi, je trouve. Tu peux répéter, les préparateurs perso ne connaissent pas les contenus des clubs, le projet du club Les à côté. préparateurs physiques qui sont en club, donc le préparateur physique Général par de exemple, allez, l'équipe. on prend l'Olympique Lyonnais qui est ici, Ouais. préparateur physique de l'Olympique Lyonnais, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent tous les préparateurs physiques personnels et qu'ils soient au courant des contenus qui sont faits en dehors du club. Donc, pour moi, les séances, déjà, la première des choses, c'est que les séances de travail doivent être effectuées au club. Ouais, pour que l'équipe qui paye le joueur puisse avoir un petit contrôle et voie que le travail est cohérent, ouais, clairement. Mais oui, effectivement, je pense que ça se fait pas trop. Non, ça se fait pas. Non. Et putain, c'est quand même un problème, je trouve. Ouais, carrément. Mais je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui postent des choses et ouais, moi aussi. Et je demande souvent ça, la relation avec le club, et c'est vrai que aussi il y a la barrière de la langue et tout des fois qui fait que c'est compliqué, mais parce qu'on reste dans un rapport patron-employé, quoi, et le patron, ça reste quand même le club, hein, c'est lui qui paye, quoi. Bien sûr. Mais donc t'es quand même d'accord que ce serait un modèle assez cool que le joueur ait son staff pour superviser un peu sur la continuité de sa carrière et que ce staff-là soit en cohérence totale avec le club où le joueur est. Ouais, tout à fait. Ou tout du moins, si ce n'est pas en cohérence, au moins en transparence. Déjà. Oui. Puis, mais toi, par exemple, t'es ouvert à ce que des gars ramènent leur préparateur mental, physique, et puis qui bossent avec toi. Ouais, c'est possible. C'est possible. Après, évidemment,
imaginons si tout le monde fait ça, putain, tu flippes un petit peu parce que tu te dis, Que tu contrôles plus rien. tu contrôles rien Ouais. et tu fais plus grand-chose, quoi. Ouais, c'est super intéressant parce que moi, c'est ma vision de l'avenir du très haut niveau. Tu vois, que le joueur ait son petit staff et je bosse là-dessus. Mais c'est possible, hein. Peut-être qu'à l'avenir, ça sera comme ça et que le club n'aura finalement qu'un préparateur physique pour affiner certaines choses ou juste mettre en route les mecs ou j'en sais rien, hein. Peut-être, hein. peut-être. Peut-être, hein. Peut-être que c'est l'avenir de la profession, du développement, c'est possible. On verra. Sachant qu'aux États-Unis, ça se fait de plus en plus Ouais. et qu'on a tendance à être un peu en retard, c'est péjoratif, mais à suivre ce qui se fait là-bas avec plusieurs années de décalage. Donc Ouais. peut-être que ce sera le cas. Peut-être. Ouais. Ok. On va arrêter le podcast. Je pense que ça fait au moins 1 heure. Donc, merci beaucoup Manu pour ta Merci à toi, hein. disponibilité et tes connaissances. C'est trop cool. On se tient au courant. Peut-être qu'on fera un deuxième épisode. Je sais pas du tout ce qui va se passer dans la suite de ce podcast, mais peut-être qu'on fera une version 2 dans 1 an. Tu sais, Ça pour marche. comparer. Allez, Ok. le Bon, retour. merci beaucoup. À bientôt Manu. À plus. Bye. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant à ce podcast. Vous pouvez aussi mettre des étoiles, en parler autour de vous. C'est toujours encourageant pour moi. Merci encore et à bientôt.